Oui, aujourd'hui nous avons organisé une table ronde qui entre dans le cadre de notre campagne Nos vacances pour l'école. Parce que nous restons convaincus qu'il nous faut avoir des stratégies d'anticipation sur l'année scolaire. Et les 3 mois de vacances doivent être une opportunité pour échanger en profondeur sur des conflits probables, mais ensuite discuter sur des questions à fort enjeu. C'est à cela que doivent servir ces grandes vacances scolaires. C'est ça qui nous permettrait d'avoir une année scolaire apaisée, une année scolaire performante, une année scolaire qui ait les moyens de faire face à toute autre forme de crise. Voilà le sens de cette campagne Nos vacances pour l'école. Pour aujourd'hui, nous avons organisé donc une table ronde qu'on a dénommée Regard croisé d'experts. Parce que simplement, nous sommes persuadés que quand on doit parler de l'éducation, nous devons apprendre à écouter les autres, à faire en sorte que d'autres domaines puissent braquer le regard sur le système éducatif. C'est ça qui nous permet de pouvoir trouver des solutions profondes. Des solutions profondes parce qu'elles vont être globales. Elles vont tenir compte des dimensions de droit, d'économie, d'environnement, de législation, etc. 10 domaines ont été invités, 12 experts sont prononcés et nous pensons que nous avons bien fait d'avoir croisé les regards autour du système éducatif. Ce qui est ressorti justement de ces échanges, c'est que, nous devons avoir un système éducatif qui devienne l'affaire de tous. Ce n'est pas seulement l'affaire des seuls acteurs directs de l'éducation, ça veut dire enseignants, élèves ou parents d'élèves, mais il faudrait que ce soit l'affaire de tous. Les entreprises, les ONG, les autres secteurs devraient pouvoir s'y préoccuper. Ça, c'est déjà une première leçon que nous avons tirée de cet échange. Deuxième leçon que nous avons tirée, c'est que l'éducation devrait être une source de résolution des problèmes auxquels la société est confrontée. Oui, il peut y avoir des crises économiques, crises environnementales, crises climatiques, crises sécuritaires, crises politiques, crises des valeurs. Toutes ces crises vont impacter évidemment l'école, mais toutes ces crises espèrent trouver des solutions à partir de l'école. L'école doit pouvoir travailler à construire des réponses par rapport à ça. Ça, c'est un élément qui est essentiel que nous avons retenu. Ce que nous avons retenu, c'est d'avoir un système éducatif qui soit en tout cas plus résilient, qui puisse exister et qui puisse se préserver même quand il y a des situations de crise. Et ça, pour nous, c'est un élément essentiel en termes d'environnement des apprentissages. On a rappelé qu'il y a des déficits, il y a des défis récurrents, des défis qui sont là depuis des années, liés à des déficits en enseignants, énormément d'enseignants qui manquent, des déficits en salle de classe qui ne permettent pas à tous les enfants de pouvoir, en tout cas, jouir du droit à l'éducation. L'éducation, ce n'est pas une marchandise. L'éducation, ce n'est pas un produit à vendre ou à acheter. L'éducation, c'est tout simplement un droit. Et tous les enfants de ce pays, qu'ils soient filles, garçons, handicapés ou pas, de la profondeur du pays, méritent de bénéficier du droit à l'éducation. Il y a encore des enfants qui sont exclus. Cela est ressorti. Ce qui est ressorti, c'est aussi des exigences d'avoir un système éducatif qui réponde aux besoins des communautés. C'est pourquoi la perspective d'aller vers une refondation profonde de l'éducation. Je crois que le ministère parle aujourd'hui des réformes sur le curriculum. Je crois que cela est ressorti dans les échanges à travers la place que devraient avoir les langues nationales, par exemple, la place des sous-secteurs qui sont sous-dotés, tels que la petite enfance. Nous savons que l'éducation, c'est tout un processus. Et donc, si on a une base au niveau de la petite enfance, ça peut permettre. Mais la place aussi qu'il faut accorder à l'école publique. Oui, l'école publique, c'est cette école-là sur laquelle comptent des milliers d'enfants, des milliers de familles qui n'ont peut-être pas 500 francs, ou s'ils avaient 500 francs, ils arbitreraient en faveur d'autres choses. Donc, il est essentiel qu'on fasse preuve de plus de générosité pour veiller à ce que tous puissent accéder à l'école. Ça, c'est un élément qui est fondamental en termes de prise en compte des sous-secteurs et des questions négligées. Ça, donc, c'est ressorti de ces gens. Ce qui est ressorti, évidemment, c'est que nous allons vers une année électorale, une année d'élection. Et nous sommes conscients que le premier trimestre de l'année scolaire, qui commence en octobre, novembre, décembre, c'est un trimestre où on peut vivre des turbulences liées à leurs exercices de parrainage, de candidature. Le deuxième trimestre, janvier, février, mars, c'est le trimestre de l'élection. Ça aussi, l'histoire a montré cette relation malheureuse qui a toujours existé entre les joutes électorales et le fonctionnement normal de nos écoles. Le troisième trimestre post-élection, ça veut dire avril, mai, juin, c'est aussi des moments qui pourraient avoir de petites turbulences. Nous voudrions
que notre école puisse être épargnée des jeux d'acteurs, que les militants de tous bords puissent se lever pour protéger l'école des jeux d'acteurs, que des militants se lèvent pour veiller à ce que nos enfants ne soient pas utilisés autrement, parce que si vous allez dans le lycée, plus de 2/3 des élèves du lycée sont aujourd'hui devenus des électeurs, depuis qu'on a quitté l'âge de 21 ans à 18 ans. Donc de ce point de vue, ils deviennent acteurs et cibles, et par conséquent, nous devons travailler à ce qu'il y ait une citoyenneté responsable des élèves qui puissent être prêts à aller jouer leur rôle de citoyens, mais ensuite qui puissent être épargnés de tout jeteur. Donc voilà ce que nous avons dit. Ce que nous avons dit, c'est aussi que durant ces joutes électorales, nous pensons que ça doit être une opportunité pour pousser justement les candidats à décliner leur vision pour l'éducation. Nous les écoutons, nous sommes en train de les suivre dans la presse, chez vous. Nous sommes en train de les écouter, mais nous nous rendons compte que très peu sont en train de s'exprimer sur des questions véritablement de développement, relativement au capital humain. Et quand on parle de capital humain, on veut avoir leur vision sur justement l'éducation et la formation. Donc au total, nous considérons que les militants de l'éducation doivent saisir cette opportunité pour pousser ceux qui veulent prendre les décisions de ce pays à s'engager davantage pour un système éducatif qui soit performant, un système éducatif qui soit résilient, un système éducatif qui soit inclusif, mais un système éducatif aussi qui soit en conformité avec les réalités et les besoins des communautés nationales. C'est ça qui pourrait nous permettre de faire face à toutes ces formes de crise auxquelles donc, nous sommes confrontés.